Bonjour et bienvenue. On a tous déjà vécu ça, non? Regarder une liste d'ingrédients sur un emballage et avoir l'impression de lire une langue étrangère. Eh bien, aujourd'hui, on s'attaque à ces noms un peu barbares qui se cachent dans nos assiettes, les additifs alimentaires. L'objectif, essayer d'y voir un peu plus clair ensemble. C'est un grand classique, n'est-ce pas? On retourne un paquet, par exemple des bonbons au chocolat, et là, c'est la surprise. Une liste longue, comme le bras, qui ressemble plus à un cours de chimie qu'à une recette de cuisine. E102, E133, E904. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Et surtout, pourquoi est-ce que c'est là, dans notre nourriture? C'est ce qu'on va décrypter. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Parce qu'à bord de juger ou de s'inquiéter, le plus important, c'est de comprendre. On va donc commencer par la question de base. Au fond, pourquoi est-ce que les industriels mettent ces substances dans ce qu'on mange? Alors en fait, il faut bien comprendre que les additifs ne sont pas apparus par magie. Ils sont une réponse technique à un défi immense. Dans notre monde, il faut pouvoir nourrir de plus en plus de monde, ce qui veut dire produire des aliments en grande quantité, les transporter sur de longues distances et s'assurer qu'ils se conservent longtemps. Tout ça en garantissant la sécurité et en gardant des prix abordables. Bon, petit passage obligé par la définition officielle, celle du Codex Alimentarius, qui est la grande référence mondiale. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Les moins importants à retenir sont substances, ajouté intentionnellement, et but technologique. En gros, ce n'est pas un ingrédient de base comme de la farine ou du sucre. C'est plutôt un outil qu'on ajoute pour une raison bien précise. Si on veut simplifier, on peut retenir 4 caractéristiques. D'abord, ce n'est pas un aliment en soi. Ensuite, on l'ajoute volontairement, ce n'est pas un accident. Troisième point, il a un rôle bien défini. Conserver, colorer, donner une texture. Et enfin, point super important, il reste dans le produit qu'on va consommer. Et attention, petite subtilité ici, à ne pas confondre avec ce qu'on appelle un auxiliaire technologique. Un auxiliaire, c'est par exemple une huile qu'on met sur un moule pour pas que ça colle. On l'utilise pendant la fabrication, mais il est censé disparaître à la fin. L'additif, lui, il est fait pour rester dans le produit final et continuer à agir. C'est ça la grande différence. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, voyons un peu ce qu'il y a dans cette fameuse boîte à outils des additifs. Parce que c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Une série d'outils, chacun avec sa fonction spécifique. Et pour s'y retrouver dans cette jungle, il existe un système de classement, les fameux numéros E. Alors le E, c'est tout simple, ça veut dire Europe. Ça garantit que l'additif a été testé et approuvé pour être utilisé dans l'Union européenne. Et le chiffre qui suit, lui, nous dit à quelle famille il appartient. Les 100 pour les colorants, les 200 pour les conservateurs, etc. C'est un code, tout simplement. Commençons avec la famille E100, les colorants. Leur rôle, rendre un produit plus appétissant, lui donner une couleur plus vive ou uniforme. Alors, parfois, ça sert à compenser une perte de couleur pendant la cuisson, mais soyons clairs, c'est très souvent une question de marketing. On mange d'abord avec les yeux, c'est bien connu. On passe au E200, les conservateurs. Et là, on est sur un rôle essentiel pour la sécurité alimentaire. Leur job, c'est de bloquer ou de ralentir le développement des petites bêtes indésirables comme les bactéries ou les moisissures. C'est grâce à eux que les produits durent plus longtemps et surtout qu'on évite les intoxications alimentaires. Autre famille, les E300, les antioxydants. Eux, leur ennemi, c'est l'oxygène. C'est l'air qui fait rancir les matières grasses, par exemple dans un paquet de chips, ou qui dégrade les vitamines dans un jus de fruits. Les antioxydants sont donc là pour protéger la qualité, le goût et les apports nutritionnels de l'aliment. Et un petit mot sur les édulcorants, qu'on trouve souvent dans les E900. Leur promesse est simple, donner un goût sucré, mais avec très peu, voire pas du tout de calories. Forcément, on les retrouve partout dans les produits light, allégés ou sans sucre. Bon, jusqu'ici, on pourrait se dire que tout va bien, que les additifs sont très pratiques. Mais le tableau n'est pas si simple. Leur utilisation soulève pas mal de questions et de controverses sur la santé. Et c'est là que les choses se corsent un peu. La recherche scientifique a en effet pointé plusieurs sources d'inquiétude. On parle par exemple de liens possibles entre certains colorants et l'hyperactivité chez les enfants. On soupçonne des émulsifiants de perturber notre microbiote intestinal. On étudie aussi de près les nitrites très utilisés en charcuterie pour des risques cancérigènes. Certains exhausteurs de goût sont même suspectés de brouiller nos signaux de faim. Bref, la liste des doutes est assez longue. Faisons un zoom sur un des cas les plus célèbres et les mieux documentés. Le lien entre certains colorants synthétiques et l'hyperactivité. En 2007, une étude britannique, la fameuse étude de Southampton, a vraiment marqué les esprits. Elle a mis en évidence un lien probable entre la consommation d'un cocktail de certains colorants spécifiques, ceux que l'on voit ici, et une augmentation des symptômes d'hyperactivité chez des enfants. Et cette étude n'est pas restée sans suite. Les autorités sanitaires européennes ont réagi. Depuis, sur tous les produits qui contiennent un de ces colorants, une mention d'avertissement est obligatoire. On peut y lire noir sur blanc, peut avoir des effets indésirables sur l'activité et l'attention chez les enfants.
C'est une preuve que le risque est pris très au sérieux. Autre star des controverses, un additif dont on a tous entendu parler, l'aspartame. C'est l'un des édulcorants artificiels les plus utilisés dans le monde. Alors ce qui est intéressant avec l'aspartame, c'est que la polémique ne vient pas de la molécule elle-même, mais de ce qu'elle devient dans notre corps. Une fois ingéré, il est décomposé en 3 substances, de l'acide aspartique, de la phénylalanine et du méthanol. Et c'est surtout ce méthanol qui est au cœur des inquiétudes, car c'est une substance connue pour être toxique. D'accord. Alors, entre les additifs qui semblent utiles et ceux qui font débat, comment on fait le tri au quotidien? C'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie. Quelques clés pour faire des choix un peu plus éclairés. Il y a quelques réflexes simples à adopter. Le premier, et de loin le plus important, prendre l'habitude de retourner le paquet et de lire la liste des ingrédients. Tout est là, pas juste sur la jolie face avant. Ensuite, apprendre à reconnaître les grandes familles de E peut aider. Et enfin, et c'est crucial, garder l'esprit critique. Naturel ne veut pas dire sain, et synthétique ne veut pas dire dangereux. Tout est toujours une question de substance et de quantité. Et tout ça nous amène à une question de fond, une question de bon sens finalement. Si un additif sert uniquement à rendre un produit plus rose ou plus jaune, sans rien apporter à sa sécurité ou à sa conservation, est-ce que son utilisation est vraiment justifiée? Surtout s'il existe le moindre doute sur sa sécurité. La question de la nécessité, elle est centrale. Et voilà, on arrive au bout de ce décryptage. On a vu le pourquoi, le comment et les risques potentiels des additifs. J'espère que cela donne quelques clés pour mieux s'y retrouver. Alors la question, pour finir, elle est simple. La prochaine fois au supermarché, à quoi est-ce qu'on prêtera attention sur les étiquettes? Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.